Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse en tout cas de vous retrouver comme chaque mercredi et jeudi matin. Le jeudi 14 mars, nous aurons le plaisir de fêter avec vous la journée nationale des personnes en situation de handicap. Il sera beaucoup sujet donc, de cette thématique aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie. À commencer par la rubrique psychologie avec Aïda qui nous parlera de la prise en charge d'une personne en situation de handicap. Comment accompagner cet handicap avec les parents et surtout les professionnels du métier. Nous aurons également aussi le président de l'association Anid qui reviendra sur notre plateau pour nous parler bien sûr de cette journée et surtout de la prise en charge de ces personnes en situation de handicap. Nous allons aussi faire un gros plan dans le domaine de l'architecture et surtout parler d'un village ancestral en Kabylie. Ça se déroule en tout cas dans la région donc, de Azfoun et Tixirt. C'est entre Azfoun et Tixirt, en tout cas un village, un des plus anciens de la région côtière algérienne. Et bien pour nous en parler, nous aurons donc des architectes sur notre plateau. Il y aura une journée d'études autour de ce village, de volontariat et surtout classe pour le classer village le plus propre. En tout cas, ils seront là pour nous parler bien sûr de cet intérêt pour ce village ancestral et rendre hommage à toutes ces personnes qui y travaillent. En tout cas, une belle rencontre qui sera donc développée sur notre plateau. Rahim Abdelaziz, à travers son émission Vestiges et patrimoine, il nous fera un gros plan ce soir sur la belle région des Aurès, intitulée l'Aurès oriental et sa riche biodiversité. On en discutera tout à l'heure avec lui pour parler bien sûr de cette biodiversité des Aurès. Et puis on terminera l'émission avec l'agenda culturel et Liliane Nasser qui sera sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. Vous allez rester avec nous jusqu'à 9h30, Inch'Allah. Et puis bien sûr, on va commencer par les nouvelles du ciel. C'est Mina Abed qui va vous les donner. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Elle est parmi nous comme chaque mercredi et jeudi matin. Bonjour, j'allais dire Aïda. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. Donc le temps va rester de même que celui d'hier, pratiquement? Pratiquement, oui. Bien que j'ai appris que vous étiez frileuse, vous aussi. Très. Aïda n'est pas loin non plus. Pas autant qu'Aïda. Allez, on va la rassurer. Il va faire beau, il va faire chaud. Il va faire beau. D'accord. Chaud, pas vraiment. On vous écoute, très bien. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien, ce début de matinée, on notera de la brume, des nuages bas sur l'ouest du pays, puis beaucoup de soleil pour tout au long de la journée. Sur le centre, on notera des éclaircies à partir de cet après-midi. Quelques passages nuageux assez denses, avec quelques pluies éparses en début de matinée sur la partie est, avec des vents plutôt forts jusqu'à 50 km/h, notamment vers l'extrême est. Sur les régions sahariennes, on notera un ciel plutôt nuageux avec quelques faibles pluies. Vers l'extrême sud, un ciel voilé sur le Hogar et le Tassili avec de fréquents soulèvements de sable sur le sud-ouest et l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 18 et 21 degrés. Sur les régions intérieures, on notera un minimum de 13 degrés à Batna, 18 degrés à Al-Rouad, 22 degrés du côté de Khardaya, 24 degrés à Bachar ainsi qu'à Hassim Saoud, 26 à Ilizi, Tanaraset, Janet et enfin 34 degrés, ce sera la maximale à Borj, Bedji Mukhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert avec des averses sur la majeure partie du continent. Un petit peu de soleil quand même du côté de Rome, Madrid, Lisbonne. Côté Mercure, on notera 12 degrés à Londres, 13 degrés à Paris et Bordeaux, 18 Madrid, 14 degrés à Marseille, 5 seulement à Berne, 8 à Prague, 7 à Varsovie, 10 degrés à Budapest et Bucarest et enfin 14 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup, Nina. Merci à vous. Ça a été dit concernant le temps d'aujourd'hui. Donc, bonne journée. Merci beaucoup et bon week-end aussi. Oui. Voilà, ça y est, c'est arrivé. C'est arrivé enfin. Le repos. Merci beaucoup, Mina. Bonne journée. Eh bien, on va vous accompagner avec une belle chanson et surtout tous les mélomanes du Chabi vont se régaler. J'espère que vous prenez en tout cas notre émission au vol et vous allez en tout cas apprécier cette belle voix et belle chanson, belle interprétation de Hajj El Hachmi Garouabi, Allah yarhamou.
المولاه وقال سيدي ربي من هادي أجاب ذو الجلال هذه هدية من عندي حواء أم الجمال انكفي بيها عبدي كلوا من الرزق حلال إلا من الشجرة هادي حواء أم الجمال انكفي بيها عبدي كلوا من الرزق حلال إلا من الشجرة هادي إلا من الشجرة هادي لا تقرب يا إنسان راك تتسمى متعدي ونضحى عنك غضبان بالك تخالف وعدي. Belle interprétation de Hajj Hashmi Grouabi, Allah yarhamou, pour accueillir donc Aïda comme chaque jeudi matin. Elle nous avait manqué la semaine dernière, mais en tout cas on la retrouve avec grand plaisir ce jeudi. Aïda est parmi nous. Bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Très bien, pas trop froid. Ça va? Non, non, ça va. Je tiens le coup. C'est parfait. Et alors, aujourd'hui, nous allons célébrer la journée nationale des personnes en situation de handicap. C'est très important de s'arrêter sur cette frange de la société. Ils nous accompagnent, on les accompagne, ils sont avec nous. On a le devoir de pouvoir les orienter, les accompagner, surtout les prendre en charge. C'est pas facile. Du tout, mais c'est important de s'arrêter à cette phrase, cette étape d'acceptation. C'est ça. Moi, je vais commencer. L'annonce d'un handicap. Oui. Avant d'arriver à l'annonce, moi, je m'incline face à toutes ces familles, face à ces professionnels qui travaillent jour et nuit, qui sont là pour pouvoir donner, créer ce réseau. C'est beaucoup de gens qui sont dans la formule de don. C'est vraiment un travail pénible, qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de savoir, une technicité, présence, une prise en charge matérielle aussi, sur un plan financier, tout ça. Ce n'est pas rien du tout. Non. Ce n'est pas rien du tout. Aujourd'hui, probablement, ça, de plus en plus. Chaque année, on avance encore un pas en avant. Aujourd'hui, peut-être que je suis heureuse de pouvoir travailler avec des gens qui travaillent directement avec cette catégorie d'enfants. Cette catégorie de familles aussi, en difficulté. Aujourd'hui, là où c'était un peu honteux, il y avait beaucoup de familles qui n'osaient pas le dire. Il y avait beaucoup de familles là où c'était tabou, c'était une différence. Ils ne savaient pas trop comment gérer ce phénomène de pitié, ce phénomène de compassion. Oui, ce mesquine, le pauvre. Il y avait beaucoup d'étiquettes comme ça qu'on collait à ces personnes. Là où on a vu quand même, et probablement que je vais commencer par ça, des gens qui ont merveilleusement bien réussi, les gens qui ont des médailles, les gens qui ont su porter le flambeau, les gens, les personnes là où ils ont... Parce qu'il y a bien sûr plusieurs catégories d'handicap. Alors il y a la maladie mentale qui est quand même difficile à prendre en charge, c'est vrai, dans la société, dans la famille. Il y a aussi la maladie qui survient après, c'est-à-dire après la naissance, l'évolution, et quelquefois il y a une maladie qui survient et qui handicape l'enfant ou la personne. Il y a bien sûr les accidentés de la route, les accidents des ménages aussi, à domicile. Donc il y a plusieurs sortes de handicaps. Tout à fait. Aujourd'hui, on va englober le tout. Là où, parlons de, je ne sais pas pourquoi je suis attirée plus à l'enfant, mais peut-être parce que c'est aujourd'hui ce que je peux ajouter, annoncer, ce que je pourrais dire, que ce n'est pas uniquement un travail comme ça humain, ce n'est pas uniquement un travail par rapport à l'éthique ou professionnel, mais c'est un tout petit peu la naissance aussi de la loi de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je reviens quand même à souligner que dans cette loi 15-12, là, il y a un article particulier par rapport à cette catégorie d'enfants, là où il jouit de tout type de droits, tout ça, là où c'est important de souligner la non-discrimination par rapport à la couleur, par rapport à la différence, par rapport à leur identité, par rapport à eux-mêmes, sexe, par rapport à beaucoup de choses. Bien sûr, à leur place dans la société, tout comme autres enfants, bien sûr. Tout à fait. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit aussi à l'insertion sociale dans la société et le travail par la suite, une fois adultes. Obligatoirement. Donc les entreprises... On ajoute un nom à une famille, à une protection, on ajoute aussi à une rééducation, à des soins. Aujourd'hui, l'handicap lui-même, la situation d'handicap par rapport à ces personnes devient quand même, dans notre loi, une utilité de pouvoir
protéger cette catégorie d'enfants. ça. Ceci dit que même si on ne le veut pas, même si on essaye d'échapper, même si on ne veut pas écouter, sachant bien qu'il y a des familles qui se sont déchirées, sachant bien qu'il y a des couples qui ont explosé, sachant bien qu'il y a des familles là où ils ont vécu des détresses, tout ça. Aujourd'hui, il me semble avoir une loi auprès de ces personnes qui ne savent pas trop comment protéger ces enfants, ne vient que renforcer leur place, ne vient que protéger cette catégorie d'enfants pour pouvoir leur permettre de réussir. Oui. Il y a des détresses même au sein donc d'une famille, d'une fratrie. Quelquefois, l'enfant handicapé vit très bien, mais c'est son frère ou sa sœur qui le vit très mal. Oui. Et là, il y a une détresse qui doit être prise en charge. Comment expliquer que cet enfant est peut-être donc ne sera pas aussi joyeux ou libre que son frère? Voilà. Moi, je dirais, alors là où il me semble, avant de travailler la dynamique elle-même de dedans, dans la famille, commençons par l'annonce elle-même. Combien que c'est différent d'abord de présenter, d'annoncer, de parler de cette différence, de ces situations qui ne sont pas tout à fait similaires. Est-ce que c'est facile d'annoncer à une maman? Est-ce que ça suffit juste de lui glisser une phrase comme ça et de la laisser trouver son propre chemin, sa différence? Des fois même avant la naissance, la maman est torturée parce qu'on lui annonce que voilà, l'enfant a des difficultés, a des problèmes. Donc, comment justement est-ce que la maman va prendre en charge cette annonce? Moi, il me semble qu'il faut vraiment s'arrêter. L'annonce, c'est une étape extrêmement sensible, importante. Si on protège l'adulte lui-même, le cadre, la famille, les enfants, si on protège un tout petit peu et on renforce ces personnes, on les accompagne, automatiquement, on va aider l'enfant lui-même. Et à partir de là, ça ne vient pas comme ça. On ne peut pas balancer un enfant qui a une différence. Aujourd'hui, probablement que le représentant de l'ANIT sera là parmi nous, mais aujourd'hui, peut-être qu'il va nous parler aussi de son expérience pour l'accompagnement de ces mamans, comment vraiment leur expliquer, comment leur donner, les accompagner dans leur propre rythme. Il y a des mamans qui font le déni, il y a des mamans qui dépriment, il y a des mamans et il y en a qui sont bien pas au préparées. contraire qui s'arment de patience et d'outils pour pouvoir prendre en charge. Ils deviennent plus que des professionnels. Tout à fait. Et à leur tour, ils deviennent des formateurs. Hier, nous avions un superbe exemple sur notre plateau, une maman qui a donc eu un enfant donc trisomique et une petite fille qui est devenue bien grande, adulte, et qui a très bien été prise en charge par cette maman qui s'est battue, qui a réussi, aujourd'hui à son tour, donne les conseils et surtout les orientations pour que les parents puissent prendre en charge. Elle vous dit, c'est pas normal qu'un enfant de 18 ans soit pris par la main par sa maman, un grand garçon. Il faut justement l'autonomie, il faut qu'il arrive à être pris en charge très tôt, très très tôt. Et ça marche parce que c'est des histoires de famille. Parce qu'il y a des mamans comme ça derrière, là où ils soutiennent les professionnels et ça donne une force extraordinaire pour faire cette guidance. Moi, il me semble, ça c'est un apprentissage. Hein, que ce soit dans le vécu émotionnel ou dans la pratique exercée, c'est un apprentissage. Personne n'est à l'abri. Il y a quelque chose comme ça qui nous entoure. Il y a quelque chose comme ça qui fait que il faut qu'on s'inscrive dans ça, dans toutes ces formules d'aide, de soins et d'accompagnement, mais sans discrimination. Il faut avoir le courage de pouvoir parler, être honoré par ces gens qui nous donnent énormément. Et là, l'image qui frôle mon esprit un tout petit peu, c'est le Yazid Hamadouche qui a donné l'exemple, qui a donné l'exemple de celui qui s'est surpassé à travers son métier, sa passion pour la radio, pour la réalisation. Il a donné beaucoup d'exemples donc, à travers son propre vécu. Sur un plan d'études, il a réussi ses études, il a réussi un tout petit peu cette créativité pour pouvoir accompagner, il a réussi un métier, il a réussi quand même à surmonter beaucoup de choses. Oui, et en plus encore, il a insufflé toute son énergie à d'autres jeunes. Ils ont réussi aussi grâce à lui. Donc c'est un bel exemple. C'est pour ça probablement on va revenir à ces exemples pour se ressourcer, pour pouvoir vraiment donner de l'énergie à ces mamans, ces papas, pour pouvoir reprendre confiance, se serrer les coudes. Ce n'est pas facile.
c'est légitime, mais quelque chose nous met sur le bon droit comme ça pour pouvoir continuer à construire. Exactement. Il y a quelque chose aussi qui nécessite aussi une cohésion. Tout à fait, pour pouvoir vraiment réfléchir ensemble et continuer à instaurer les règles. C'est ça. Oui, on parle ces dernières années beaucoup d'autisme. C'est vrai, on ne peut pas le classer dans la catégorie handicap, bien que c'est une maladie aussi mentale. C'est vrai que c'est pris en charge, que certains enfants très tôt pris en charge peuvent s'en sortir très bien. D'ailleurs, on a eu plusieurs exemples, mais ça reste quand même une pathologie. Donc, c'est pris en charge par la psychologie, des professionnels en la matière. Il y a des parents qui se sont carrément investis dans cette prise en charge. Ils sont devenus pareil eux-mêmes des professionnels qui font des conférences, qui donnent aussi des exemples et qui interpellent autour de cet état aussi de leur enfant. Tout à fait, mais probablement ce que je pourrais ajouter à votre discours, c'est qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas su rebondir. Il y a des parents peut-être qui souffrent, n'osent pas dire, ne savent pas demander de l'aide. Il y a comme une saturation, il y a des déprimes. Il y a un déni aussi. Tout à fait, mais probablement ces personnes, elles ont besoin aussi d'aide. Être vraiment dans le don quotidien, dans ce rythme, faire des sacrifices pour vraiment ne pas continuer un cursus professionnel, ne pas continuer vraiment à s'épanouir, à s'inscrire comme tout le monde, même s'ils assistent des réceptions, des fêtes, leur cœur est avec leurs enfants, ils ne savent pas trop s'il est bien pris en charge avec la nourrice, s'il est bien entretenu ou pas. Cette pensée, ce déchirement de l'intérieur peut basculer, peut donner aussi des parents qui ont besoin de beaucoup d'aide, de soutien. Aujourd'hui, on pourra dire qu'on peut aider, on sensibilise un tout petit peu les gens pour leur dire par un simple mot, par une invitation, par un soutien, quelque chose qu'on peut nous-mêmes les remettre dans un réseau d'associations, là où ils pourront retrouver d'autres parents en difficulté, là où ils pourront placer prise de des parole phrases. aussi. Oui, ils pourront retrouver des parents qui peuvent les soutenir, ne pas laisser ces personnes seules en dehors de ce réseau. Il y a quelque chose dans l'échange de la parole, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Pouvoir les remettre avec des professionnels, pouvoir les remettre dans un réseau là où il y a des familles, des gens qui parlent de ça, pouvoir les remettre avec des mamans, des enfants qui vivent peut-être la même chose, va les soutenir. C'est le rôle des associations. Voilà. Elles sont quand même fortes, nombreuses et ont acquis cette expérience. Alors c'est très difficile quand toute la charge va retomber sur les parents quand c'est un enfant qui vient de naître qui a un handicap. Quand ensuite l'enfant va grandir, il va se rendre compte qu'il y a un handicap, lui-même va aussi vivre peut-être mal cet handicap. Souvent c'est un aller-retour entre le regard de cette société qui fait que comment on pourra les aider, comment on pourra les soutenir, mais comment des fois on exagère. Comment deux fois dans les couver. Tout à fait. Des fois, on n'est pas dans la formule exacte de leur permettre d'être autonomes, de leur permettre de s'exprimer, de les écouter réellement dans leur vécu, leurs émotions. Il y a quelque chose de nous-mêmes dans cette société, quelque chose qui est dans l'individualisme, dans la créativité, dans la peur de la mort, dans la peur de la différence, qui fait que on rejette, on est là à vraiment mettre limite, mettre distance. Et c'est un travail avec soi. Même. C'est peut-être qu'on demande à ces gens de pouvoir faire l'effort de revoir les gens, revoir cette différence, revoir la richesse humaine d'une manière différente. Et ça se travaille dans cette parole, comme ça se travaille avec les enfants tout petits. C'est pour ça que c'est important que nous, quand on présente, quand on accompagne, quand on affiche une image, c'est vraiment de présenter la richesse de ces enfants, pas l'handicap en lui-même ou la situation elle-même. Et des fois, on donne une image d'incompétence, une image qui nuit à ces enfants. Et c'est là la transmission. Peut-être revenir à parler, trouver les ressources pour qu'on puisse vraiment construire. Restons dans la construction qui va aider les autres. Il y a d'autres exemples, on les a cités plusieurs fois à travers votre rubrique. Il y a des personnes qui se surpassent justement pour prouver qu'ils sont vraiment à la hauteur et qui ont besoin de prouver aussi à la société qu'ils sont là, qu'ils existent. Avec bien sûr le handisport. Il y a eu donc des médailles, on les a reçues sur notre plateau. Donc c'est vraiment une force
double à fournir, bien sûr. Oui, et c'est pour ça probablement que fêter une journée comme ça, c'est vraiment un arrêt pour pouvoir vraiment remercier ces gens, c'est pouvoir vraiment leur rendre Répondre ce à leurs respect. interrogations aussi. Tout à fait. C'est le moment aussi de répondre à leurs Les interrogations. écouter, les soutenir, leur permettre de vivre quelque chose vraiment de différent, et ce n'est pas rien du tout. C'est vraiment leur permettre de l'intérieur d'eux-mêmes de renforcer ses estimes de soi. Je dirais combien que c'est fin, c'est simple, par un mot, par un geste, par un moment comme ça, par une participation, on peut donner énormément. Et c'est pour ça peut-être que je reviens à ce cadre là où je travaille avec les professionnels. Tout voilà. à fait. Là où c'est important de souligner combien que c'est important de pouvoir vraiment donner cette partie de nous qui est très sincère, et ça aide l'autre automatiquement. Et l'échange va donner la force. Les enfants savent nous rendre un peu le bonheur quand ils sont bien équilibrés, ils jouent, quand ils apprennent très bien. Le petit geste donne le bonheur à ces adultes et renforce un tout petit peu leur Et ils position. intègrent des équipes, par exemple, quand c'est bien sûr le sport qui va les réunir, ça apporte une autre dynamique aussi à la personne, à l'handicap, qui est vu d'un autre œil après. Le sport, l'art, le dessin, les travaux manuels. Il y a quelque chose aussi dans la réalisation de petits objets. Hein. Ils travaillent, ils essayent de découvrir un tout petit peu leur monde, là où ils peuvent donner, travailler dans différents métiers. Aujourd'hui, on a quand même un message à faire passer qui est que ça suffit pas. Il faut quand même s'inscrire dans comment on pourra se soutenir, comment on pourra inscrire encore d'autres projets, comment on pourra vraiment les inviter à ce que chacun de nous essaye de construire dans son territoire pour qu'on puisse être vraiment très solidaire. Aujourd'hui, le bien dans tout ce qui nous entoure, c'est que on peut parler de ça. Aujourd'hui, il y a quand même un sentiment de fierté, il y a un sentiment d'acceptation qui était pas plus tard que quelques années. Qui était terré. Tout à fait. Oui, vous le disiez il fallait tout à vraiment l'heure. oser, il fallait vraiment trouver place, chercher les mots pour le dire. Aujourd'hui, on le dit comme ça. Et il faut vraiment comprendre que c'est dans l'échange de ces relations que l'enfant lui-même a besoin d'être soutenu par des personnes en bonne santé, morale, physique. Ils auront les moyens, ils ont besoin d'être aidés. Et ça, ce n'est qu'à travers l'aide et le partage qu'on pourra vraiment construire ces liens ensemble. Merci beaucoup Aïda pour tout ce développement et surtout ces idées que vous avez portées chaque jeudi matin à travers votre rubrique Psychologie. Voilà. Bonne journée et à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Mais on va rester sur cette thématique. On vous invite à suivre ce reportage qui a été réalisé par Najma Herish, notre collègue, sur le portrait d'un trisomique Adel Khouas. On se retrouve juste après. Quelques répétitions, histoire de s'entraîner et de s'appliquer davantage. Adel Anis, l'artiste prometteur, vit pratiquement de sa passion, la musique. Adel collectionne les instruments et bascule d'un style à l'autre avec beaucoup d'aisance. De la musique andalouse à la musique classique, passant par le shabi. بديت l'instrument عندي 3 بديت la guitare بديت piano flûte وبديت البونجون. Depuis son jeune âge, Adel s'adonne aux activités artistiques et sportives. Ses talents artistiques, il les doit à l'association Shems pour les arts thérapeutiques. بديت la chorale polyphonique les mamans بديت la danse del sport del théâtre del dessin del portrait وديال لا crayonphilie وديال لا كوتاسيون تاع لو شوفال وندير بورتري وانا ندير دوكا راني نقلد الدراري صغار. Notre jeune musicien s'avère très actif. Il enchaîne aussi
les formations professionnelles afin de mieux s'intégrer dans la société. نخدم مينوينتري واني نخدم معها على بابي بوسيكلي. Une vie bien animée entre musique, sport, voyage et communication via les réseaux sociaux. Son épanouissement et sa prise en charge n'ont pas été un parcours facile. C'est quelqu'un qui partage aujourd'hui ma vie, en fait. Ses frères, sa sœur et son frère ne sont pas là, ils sont à l'étranger. Et donc, c'est lui qui est là, qui est présent, qui m'accompagne, tout comme moi je l'accompagne. Et pour vous dire que le parcours a été facile, ce serait vous mentir, parce que ce n'est pas du tout évident. Il a 25 ans et je peux vous dire que c'est pratiquement une vingtaine d'années. Ça a été un parcours de sacrifice, un parcours de grande envergure, des batailles qu'on a livrées, des batailles qu'on a gagnées, celles qu'on a perdues. Mais aujourd'hui, je suis quand même consciente que tous ces sacrifices-là ont porté leurs fruits. J'ai en face de moi un enfant qui accepte sa condition, qui est ouvert à tout, qui est ouvert au monde, qui voyage comme tout le monde, qui arrive à entretenir quand même des ambitions. Et ça, j'en suis très contente. Dès haut de ses 25 ans, Adel rêve d'une carrière artistique. Il espère enregistrer un jour son album et monter sur scène afin de pouvoir aider d'autres enfants en difficulté. Voilà, en tout cas, beaucoup d'enfants sont là et essayent avec, bien sûr, leur encadreur de pouvoir apprendre un métier et d'être autonomes dans la société. C'est ce que fait au quotidien les associations qui sont très solidaires et qui travaillent au quotidien avec cette frange de la société. Un exemple ce matin avec nous, Monsieur Arsri Kassi, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes le représentant et le président de l'association ANIT, une association qui est connue aujourd'hui sur la scène et qui a l'habitude de venir sur nos plateaux à travers vos activités depuis déjà 26 ans, puisque vous me le disiez déjà, 26 ans d'existence. C'est 26 ans d'existence depuis que notre association active dans le domaine de la prise en charge de la personne atteinte de la trisomie 21. Effectivement, donc actuellement nous sommes pratiquement à travers 25 wilayas. Oui. Et nous prenons en charge plus de 1500 enfants atteints de cette pathologie. Oui. Oui. Donc, ces enfants sont pris en charge en âge précoce, effectivement, pour essayer de bénéficier des résultats, parce que nous, on vise surtout l'autonomie de cette personne. C'est ça. Donc, la prise en charge, elle est précoce. Et puis, même les enfants, même les parents sont associés, effectivement, parce qu'un enfant atteint de la trisomie 21, pour qu'il soit bien pris en charge, il faut qu'il soit accepté par ses parents. C'est ça. Surtout, on travaille surtout les parents, voilà. Surtout les jeunes couples. C'est ce qu'on disait justement avec notre psychologue juste là, il y a un moment. C'est très important. Très important. L'acceptation et l'annonce du diagnostic. C'est ça, le diagnostic dès le jeune âge, donc la prise en charge du couple, c'est très... Parce que l'enfant, il faut qu'il soit accepté, sinon il n'ira pas plus loin. Donc, nous, c'est un complément qu'on fait. Donc, il est pris en charge précoce, effectivement, dès l'âge de 6 mois. Et puis, il y a toute cette... nos activités s'étalent sur en quelque sorte, sur 3 paliers. Donc, on prend tout ce qui est l'âge précoce jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est l'orthophonie, etc. Donc, il faut essayer de gagner un peu le langage de l'enfant. Voilà. Et puis, dès qu'il atteint 6 ans, donc, on lui fait subir un petit test. C'est un test, disons, de propreté. C'est-à-dire, si l'enfant est propre, s'il prononce quelques mots pour qu'il puisse intégrer l'école. Donc, de là, on nous ouvre, on nous donne des classes. Quand on sollicite une classe au niveau d'une école publique, le ministère de l'Éducation nationale ne nous a jamais refusé, au contraire. Il est toujours partie prenante avec nous, il nous aide dans ce sens. Donc on ouvre dans chaque école publique, là où il y a... Une classe. 2 classes. 2 classes. On se limite. Avant, les premiers temps, on nous a donné tout un bloc au niveau d'Ali Bouneb. Les années 2002, on nous a donné tout un bloc, plus de 6 classes. Mais c'est préférable, nous, pour ne pas rester dans ce domaine pour qu'il y ait les trisomies ne soient pas
un nombre important. Oui. Donc on préfère maintenant se limiter à 2 classes. C'est ça. C'est préférable pour que ces enfants puissent intégrer les enfants ordinaires. Voilà. C'est pour faire Et l'intégration. dans la cour de classe, etc. Voilà. Ils sortent Que en même ces temps que enfants les soient enfants. oui, Voilà. acceptés. Ils sont acceptés parce qu'il y a un nombre restreint. C'est ça. Donc, nous, généralement, la classe ne dépasse jamais 12. Il faut dire que ce sont des enfants très sociables. Ouais, Et très sociables. Si vous allez, ils côtoient tout le monde, ils sont très souriants, très ils sont souriants, attachants. jovial, très jovial. Ils sont très attachants. Et d'ailleurs, Ouais, très attachants, voilà, ouais. il y a cet enfant dans la société ou dans le quartier et tout le monde. Tout le monde, là où on passe, l'intègre. effectivement, tout le monde, on dirait, il le voit d'un certain. Ils sont très, très amicaux, ils sont très. Oui. On a vu d'ailleurs dans le reportage Adel, qui était un élève aussi de l'association Anit. Il faisait partie, le petit celui qui musicien, oui. Oui, oui. Il joue bien d'instruments. Oui, on fait passer parallèlement à la scolarité, donc on fait des activités extrascolaires, des activités annexes, bien sûr, parascolaires. Le donc, sport, la musique. On salue par la même occasion l'association Shams, qui a toute une chorale à sa tête. À l'époque, oui, on était adhérents à Shams, effectivement. Nous avons des adolescents qui activaient au niveau, il y avait même avec M. Marrahi, le chef d'orchestre, en tout cas. Voilà, une équipe en ce qui concerne la musique, même pour le théâtre, etc. Le théâtre et des activités, le sport, par exemple, maintenant, Sonatrach nous a permis d'avoir un créneau au niveau de la piscine, c'est-à-dire on a des enfants qui pratiquent la natation. C'est très bon, c'est très bon pour eux. C'est très bon pour la santé. Parce qu'il faut le dire, ce sont des enfants qui sont aussi obèses. Donc il faut traiter ce côté-là. Surtout la natation. La natation leur permet justement de perdre un peu de poids. Effectivement, parce que généralement, ils ont dans cette idée. Un surplus, voilà. Un surpoids, bien sûr. Et enfin. Quand le sport, justement, j'invite les parents justement à ce que ces enfants puissent pratiquer un sport. Surtout le sport de natation. Il y a possible l'éducation physique, effectivement, ça va dans le même sens. Ils adorent la natation, les chevaux aussi, travailler avec l'équithérapie. Il y a eu une belle expérience aussi avec des personnes formidables qui ont appris à faire accepter aussi l'animal à l'enfant. Et ça, c'est une véritable thérapie pour l'enfant. C'est une sorte de c'est-à-dire, on avait au niveau d'Antaya, on envoyait nos enfants, c'est-à-dire faire du cheval. C'est pour faire du cheval. Ils aiment justement. Toutes les activités leur conviennent. C'est-à-dire. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est ça. Donc notre vision, justement, c'est pour avoir l'autonomie pour cet adolescent. Mais nous, si on revient maintenant à la prise en charge, quand je disais donc le scolaire, malheureusement, au niveau du scolaire, ils arrivent à 18 ans. Donc au-delà des 18 ans, on a des difficultés maintenant pour intégrer l'apprentissage, les centres d'apprentissage. Et pourtant, le centre de formation professionnelle existe et la loi est là aussi. La loi est là, elle existe, mais ils n'acceptent pas ces enfants au niveau des centres. C'est-à-dire, c'est ça notre bataille maintenant. D'accord. On essaye maintenant d'intégrer. On vient, par les propres moyens de l'association, on veut démontrer que ces enfants-là sont capables de faire beaucoup de choses. Donc on vient d'ouvrir un centre. Par la même occasion, je lance aux parents qui veulent se rapprocher de notre association. S'ils ont des enfants atteints, qui dépassent les 18 ans, là, ils sont les bienvenus chez nous pour qu'ils soient pris en charge par des petits métiers. C'est des métiers qui leur conviennent. Exactement. Hier, nous recevions d'ailleurs une dame qui, l'association Premier Pas, sa fille Nada, a fait une formation dans le domaine de la poterie. Donc elle a appris à façonner des objets et être indépendante aujourd'hui, autonome. Elle a son propre atelier. Justement, par cette occasion, on nous a fait une commande justement concernant des petites choses des objets? Des objets en poterie, justement. Oui. C'est pour les offrir. Donc, on a reçu une commande de plus de 1000 articles pour... c'est ces enfants qui les ont façonnés. On salue aussi tous les artisans qui prennent en charge
certains enfants. D'ailleurs, on a eu un exemple aussi, Oui, j'ai oublié le prénom du jeune homme, mais en tout cas qui signe de très beaux objets, qui Oui. imitent les travaux de Baya, une grande artiste algérienne, et donc qui Vous voyez, expose aujourd'hui. Oui, oui. On fait, nous, on fait du papier recyclé aussi, parce on a des adolescents aussi qui sont dans le domaine. Maintenant, on est passé à la phase de fabrication. Très bien. Et ben, c'est du papier quand même qui est, si vous voyez la qualité du papier qui sort. Donc, je lance un appel aux imprimeurs s'ils veulent venir chez nous, pourquoi pas, pour essayer de faire un partenariat et de... Vous avez réussi à faire de votre association une entreprise aujourd'hui prospère qui travaille dans la récupération et surtout dans l'utilité, parce que vous prenez en charge, bien sûr, d'abord les enfants et vous arrivez à trouver... l'environnement aussi, parce qu'on récupère du papier, du vieux papier, des journaux, etc. Donc, ils sont recyclés, donc ils sont réinjectés dans la vie société. La société. Et puis, on a, comme je vous ai dit, donc, on a des petits métiers. Donc, ces enfants, nous encadrons actuellement plus de 50 adolescents qui sont versés dans les petits métiers. Donc, la poterie, l'art culinaire, en ce qui concerne la pâtisserie, etc. Donc, il y a aussi... Des jeunes filles qui travaillent, qui s'intéressent à cela. Il y a la coiffure aussi. Oui. Il y a la coiffure, il y a les travaux du cuir. Le plus dur, justement, c'est de pouvoir se détacher. C'est-à-dire les parents qui étaient très protecteurs parce qu'ils avaient donc cet enfant donc handicapé, etc. Ils veulent aujourd'hui une petite scission pour leur permettre d'aller vivre indépendants, être plus autonomes. Effectivement, ils sont très autonomes. Ces enfants qui sont pris en charge, dont je vous parle maintenant, qui sont dans les petits métiers, on fait une petite formation, à part le recyclage de papier qui est passé à la phase de production. Donc les autres, c'est des pré-formations. Justement, on essaye maintenant de faire connaître à ces enfants, au pouvoir public, comme quoi ces enfants sont capables de faire beaucoup de choses. Oui. Parce qu'ils sont là. Ils sont bien encadrés, on a des formateurs de qualité. On essaie de faire, c'est cette année maintenant qu'on vient d'ouvrir ce centre, mais d'ici l'année prochaine, vous allez voir, donc il y aura des enfants qui vont sortir. Et puis... il faudrait aussi que les entreprises jouent aussi leur rôle, puissent prendre en charge et recrutent ce genre. C'est à travers justement ce centre qu'on essaye après de prospecter, de voir des entreprises pour prendre en charge parmi les... Et venir voir, on va les inviter pour voir sur place, les enfants qui activent. Notre collègue Mahrez avait joué le jeu avec son opération donc, événementielle. Il avait recruté beaucoup de jeunes trisomiques qui étaient formidables. Parce que nous, pratiquement chaque 3 mois, chaque trimestre, on fait une exposition de tous les travaux qui sont réalisés par ces jeunes. Donc ils sont là, c'est une expo-vente. Les invités viennent voir les objets, parce qu'il y a de fameux tableaux, il y a de la poterie, il y a des sacs qui sont réalisés, il y a des objets en cuir qui sont façonnés d'une façon... Et il va y avoir une exposition bientôt? Oui, bien sûr. Lors de la journée justement du 21 mars, il y aura... c'est la journée mondiale de la personne handicapée. Je lance cet appel, donc ça va au niveau des sablettes, donc à ISND. C'est la journée qui va s'étendre sur 3 jours, peut-être à partir du 20, 21, 22. Donc, il y aura l'expo-vente, il y aura des chapiteaux où il y aura ces enfants-là qui... On va voir les différentes activités de notre association qui seront exposées au public. Très bien. On en reparlera, sans doute, dans notre émission, Inch'Allah. Et on aura peut-être des artisans, des jeunes artisans sur notre plateau, grâce à vous et grâce à l'association. Et pourquoi pas, comme ceux qui pratiquent maintenant le sport, ils sont très capables de faire les 4 âges. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bravo à tous les efforts que vous fournissez au quotidien. Et je salue tous les enfants atteints de handicap. Ce n'est pas uniquement les enfants de la trisomie. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du 14 mars, comme vous savez. Donc, tous les enfants doivent fêter cette journée. Et rendre hommage aux parents et tous ceux qui travaillent, les professionnels des métiers. C'est justement aux parents, c'est aux parents de prendre en charge leurs enfants. On est là, on va compléter les choses, mais
le travail, le fond. Le travail, le futur, le fond du travail, c'est les parents. Bien sûr. C'est les parents qui doivent bien, justement, prendre en charge. Mais il y a aussi, quand même, voilà. maintenant... En tout cas, un salut à toutes les associations qui travaillent pour aider ces parents. Mais aussi la société doit s'investir. Maintenant aussi, les pouvoirs publics doivent quand même aider les associations. Oui, en ce qui nous concerne, les espaces manquent. Il n'y a pas d'espace. Si on arrive à avoir des espaces, on pourra prendre un plus grand nombre d'enfants. C'est ça, c'est les espaces qui manquent. C'est pourquoi vous êtes aujourd'hui parmi nous. Vos revendications sont là, c'est le jour. Oui, c'est l'espace. Nous, ce qu'on revendique, c'est l'espace. Donnez-nous l'espace et... On prend en charge. On prend en charge. On est là pour prendre en charge à travers les 48 wilayas. Très bien. Si on a l'espace nécessaire, on est là. On lance un défi. C'est cela. Bravo en tout cas, bonne chance pour ce que vous faites au quotidien. C'est pas facile, on ne s'arrête pas uniquement à ces journées. En tout cas, au quotidien, vous travaillez avec d'autres associations et des personnes qui prennent en charge des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Monsieur Qassi. Merci. Qassi, vous êtes le président de l'association ANIT. Le salut à toute l'équipe. Je suis le président. Maintenant, je lance, je passe. Vous allez céder le témoin. Voilà, à une dame cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est une dame, justement, depuis 26 ans. C'est toujours des hommes qui succèdent dans la présidence. Maintenant, on a ouvert les portes, on donne chance à une dame. Eh bien, bonne chance à cette dame qui va donc prendre le relais. On lui souhaite bonne chance. Inch'Allah. Et j'invite tout le monde à lui porter aide et assistance, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Qassi. À bientôt. À bientôt, merci. On continue notre émission. Je vous invite cette fois-ci à vous intéresser à l'architecture et surtout à l'héritage, bien sûr, ancestral. Cette fois-ci, un vieux village de Borj Bari Rij. C'est un reportage signé Karim Haïfa. Niché à flanc de montagne dans le prolongement de la chaîne des Bibans, Goléa, site touristique et religieux par excellence, était un passage obligé pour les caravanes venant de Msila et de Boussada pour remonter vers la vallée de la Souma. Un village connu et reconnu pour son illustre zaouia construite vers 1350, une zaouia bâtie au creux d'une vallée et protégée par la montagne, difficile d'accès. الحجر والطين والخشب وما إلى ذلك كله من القرية من أرض القرية. La pierre, la terre et le bois, tous ces matériaux viennent de la région. Et nous, nos enfants ainsi que nos parents et nos aïeux sommes l'héritage vivant de la zaouia et de la mosquée du village. Le village est une sorte de mini-casbah, quadrillé de ruelles étroites avec des maisons basses à toiture en tuiles, comme l'on en voit dans toute la Kabylie, des maisons restaurées depuis peu en gardant leur cachet architectural purement berbère. La wilaya de Borj Bari Rij a bénéficié de 151 aides pour la restauration de ses habitations individuelles, une restauration selon le cahier des charges qui impose scrupuleusement l'architecture locale. La cité de la montagne dominante, comme l'aiment à l'appeler ses habitants, reçoit chaque année des milliers de touristes en quête de découverte et de quiétude, dans une région où le tourisme est bien placé pour s'imposer et se développer durablement. Voilà, c'est un beau village. En tout cas, c'est des exemples comme ça de villages qu'il faut réanimer et surtout remettre au goût du jour et surtout protéger parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. Eh bien, ceux qui sont sur notre plateau à présent vont se battre au quotidien pour justement mettre en place des outils et surtout des personnes qui travaillent et s'y intéressent, des professionnels en la matière. Eh bien, avec nous, on va commencer par les dames. Madame Fatiha Ben Saadi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes architecte. Oui. Vous êtes accompagné par Monsieur Kamal Iftisen. Bonjour. 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 Architecte. Architecte, paysagiste et un fervent défenseur de notre patrimoine. Vous étiez venu il n'y a pas très longtemps sur notre plateau, un couple amoureux donc dans la vie, amoureux aussi de l'architecture et vous êtes voilà, amoureux de votre patrimoine, notre patrimoine. Voilà. Et vous êtes accompagné par Monsieur Majzak Loubar. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors vous êtes le membre collectif du village Ait Rahouma. Ait Arhouna. D'accord, Arhouna. Azofoun. Voilà, bienvenue parmi nous. Merci. Alors vous êtes là pour défendre un village et surtout l'embellir, le préserver de sa disparition surtout. Vous me disiez, c'était un des derniers villages de la région côtière, c'est cela? En fait, il s'agit d'un village, on est déjà passé le présenter. Oui, et là, ça nous fait plaisir. Beaucoup d'efforts, on avait vu l'évolution, on avait vu les images, etc. Oui. Et ça nous fait plaisir de revenir pour voir un petit peu après presque une année d'activité sur terrain, qu'est-ce qu'il en est. Oui, l'évolution. Oui, c'est faire une petite synthèse un petit peu de l'action. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas déjà le village, je commencerai par le présenter. Oui. Donc, c'est éventuellement l'un des rares, si ce n'est pas le seul village ancestral de la Kabylie qui se trouve sur la côte. Il s'avère bien sûr qu'il tourne le dos à la mer, donc il n'y a aucune relation à la mer, comme tous les villages de la Kabylie, donc il fait face un petit peu à la terre. Donc ce village s'avère qu'il est préservé jusqu'à nos jours. Heureusement, malheureusement, parce que au fait, c'est pas une volonté de le préserver, c'est le fait que du moment qu'on est sur la côte, donc il y a la plaine, les gens, pour l'édification de leur nouvelle maison, nouvelle demeure, descendent automatiquement vers les commodités, c'est-à-dire vers la plaine. Et de ce fait, le village s'est retrouvé un petit peu abandonné même. Oui. Et tant mieux, parce qu'il est abandonné dans son état. Oui. Il est presque isolé, on va dire. Il est isolé, il est un petit peu oublié. Et notre action, c'est de le déterrer un petit peu, de le mettre en valeur, parce qu'il décèle nombre de richesses inestimables. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un village qui remonte à des millénaires. Il y a des traces préhistoriques qui demeurent sur place. Et vous avez travaillé avec des professionnels pour avoir eu toutes ces informations concernant ce village? Les professionnels, je pense, nous sommes déjà professionnels, on n'a pas besoin de grands professionnels, parce des que la chose, la richesse, des historiens, effectivement, oui. Cette richesse parle d'elle-même, elle est déjà là. Nous, l'action ne devrait que être... oui, en fait, ça c'est une des images. Voilà, donc on le voit bien, le village n'est pratiquement pas habité au fait. Donc ces murs, ces toits sont en train de s'effondrer. Et comme elle le dit bien Fatiha, ces murs demeurent debout. Et ça, c'est le plus important. Alors, vous avez donc tiré la sonnette d'alarme il y a quelques temps. Et avec bien sûr le collectif du village, vous avez réussi à asseoir une plateforme pour pouvoir le rénover, le restaurer et surtout le garder tel qu'il était. Tout à fait, c'est un village qui nous est très très cher. Oui. Et donc toute la population est certainement très motivée et très attachée pour donner une deuxième vie au village ancestral. Donc c'était vraiment spontané, donc des villageois qui sont rencontrés pour parler d'une initiative qui va aller peut-être progressivement aboutir à un travail plus professionnel, on va dire, scientifique, même sur le plan architectural et tout. Mais on s'est dit que d'abord, il faut dégager les accès à ce village, parce que la population, elle a quitté cette colline, ce village ancestral pour s'installer auprès des commodités, auprès de la route nationale et tout. Mais donc, on s'est dit, la première action serait d'ouvrir les accès vers ce village pour pouvoir redonner, pour pouvoir irriguer, si vous voulez, ce village, cet endroit vraiment extraordinaire. Quand vous y allez, vous allez voyager à travers le temps, vous avez une vue panoramique extraordinaire. Donc, nous nous sommes mis d'accord pour acheter un matériel vraiment très très simple pour travailler, et on s'est mis d'accord pour... Il faut des bras aussi. Voilà, pour lancer un volontariat, Tewizi. Donc ça s'est fait pendant maintenant plus d'une année. On se retrouve chaque samedi, le premier samedi du mois, pour travailler dans une ambiance vraiment très conviviale, bon vivant.
Et il y a la participation donc, de tous. Bon, je ne dirais pas que c'est tout le village qui a participé à ces actions jusque-là, mais nous sommes donc conscients et nous sommes confiants plutôt que cette action donc, va drainer de plus en plus de monde, d'intérêt parmi les jeunes. D'ailleurs, je tiens à saluer aussi une initiative qui vient de naître la semaine passée, c'est celle de nettoyer tout le village et donc pour débarrasser de ces déchets. Allez se reposer sous l'ombre d'un... sommet de la colline. Hein, donc c'est un endroit extraordinaire. Donc si vous regardez à droite, vous avez le cap d'Azfoun et à gauche, vous avez Dlis. Donc c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que va devenir ce village une fois qu'il sera restauré? Est-ce que ça va être des maisons d'hôtes peut-être? Est-ce que ça va rester un musée? Qu'est-ce que vous allez... Là, on va laisser un petit peu le temps faire et les choses faire. Mais avant de parler de ça, en fait, l'action ne porte pas uniquement sur le patrimoine matériel. Parce que le village, en fait, il décèle des richesses extraordinaires, que ce soit matériel, comme on l'a vu, mais surtout immatériel. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, toutes ces actions qui ont été menées sur le terrain par le collectif du village n'étaient pas le fruit d'un hasard. C'est en fait une action collective. À l'origine, ce qu'on appelle d'ailleurs la Tuisa, une des valeurs immatérielles de la culture de la région, parmi tant d'autres, c'est-à-dire, ça serait bien, c'est-à-dire réhabiliter le village dans toutes ses dimensions matérielles et immatérielles serait vraiment extraordinaire. Ce volontariat, c'était une manière aussi de réhabiliter une de ces valeurs, je disais, comme la Tuisa. Et ces valeurs immatérielles sont très très nombreuses. La Tuisa qu'on va expliquer, c'est-à-dire le partage, la collecte et le partage ensuite collectif dans la joie et la gaieté. C'est ça. Et c'est un volontariat pur, c'est-à-dire sans rémunération, voilà, sans rien du tout. Voilà. Alors, je disais donc parmi les valeurs que recèle le village et aussi bien les villages kabyles en général, ce sont ces valeurs, toutes ces valeurs immatérielles, telles que l'organisation sociale de la société kabyle. Bien sûr. Il y a la poésie, il y a le chant. Il y a ce quartier où bien sûr les villageois se réunissent, Tejmat, aujourd'hui, qui est très répandu aujourd'hui, on en parle énormément. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, il y a eu une action dans un des villages kabyles où même cette valeur a été, on a essayé de la mettre sur la table. Donc je disais parmi aussi les valeurs immatérielles, existe aussi le chant de la femme kabyle, qui est d'une valeur inestimable, c'est-à-dire Achouir par exemple. L'achouir, c'est-à-dire le chant de... Bon, il a été... Bon, c'est surtout la gente féminine qui s'est accaparé ce lot de valeurs, d'expression. Et la femme kabyle, elle a chanté pratiquement tous les domaines. Elle a chanté la joie, elle a chanté la tristesse, la guerre. Elle a chanté beaucoup de domaines. Et c'est-à-dire la tradition orale a beaucoup fait dans la transmission de ces valeurs. Mais au jour d'aujourd'hui, la sonnette d'alarme doit être donnée. Il faut le transcrire. Nous avons aujourd'hui tous les moyens de le faire, par la transcription, l'écriture. Des chercheurs qui travaillent. La collecte. Il y a des femmes qui recèlent un trésor inestimable, dont une femme, on aurait souhaité passer, malheureusement, on n'a pas pu faire passer la vidéo. On aura l'occasion de transférer toutes ces images. C'est vraiment très beau. Et donc, je disais, et puis... croyez-moi, il y a beaucoup d'artistes algériens qui ont réussi, notamment je parle de la chanson kabyle, puisqu'il s'agit de la culture de la Kabylie, qui ont réussi grâce à, pour avoir puisé dans ce patrimoine culturel inestimable. Exactement. Pour ne citer que cela, Matoblounès, Mouniset Menglet, Idir, qui a puisé même dans les mélodies
de ces chants féminins voilà, berbères. Alors, ce qui est très important à le dire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous allez lancer cette belle rencontre. Ça va se dérouler samedi, pas ce samedi, mais samedi d'après, une rencontre qui va réunir des professionnels, des personnalités aussi qui s'intéressent à notre patrimoine, qui veulent aider à travers leurs recherches, à travers aussi leurs actions au quotidien. D'ailleurs, vous allez citer quelques noms d'ailleurs. Effectivement, vous savez, en fait, cette histoire de rencontre est venue par hasard. Oui. Parce que notre rencontre réelle, c'était de mener une action sur le terrain. Comme on l'a décrit, comme ils l'ont dit les collègues et madame tout à l'heure, c'est de donner cette dimension. Mais en fin de compte, j'étais personnellement agréablement surpris que ça a pris rapidement le temps. Et ça, vous avez commencé à appeler une personne et tout de suite la personne a dit oui. Et puis voilà, elle répondait. Avant ça, non, attendez. Avant ça, c'est-à-dire on a d'abord pensé à diversifier cette action, au lieu que ce soit une action sur le terrain. Oui. D'ailleurs, vous avez bien posé la question, qu'est-ce que ça va devenir? C'est ça. Là, on se retrouve un petit peu, écoutez, là, le train est en train d'avancer vite, maintenant, on doit un petit peu rattraper ce train et réfléchir. Et pour cela, il y a nombre de personnes, d'éminents chercheurs, des gens de culture extraordinaires, qui ont accepté gentiment de nous accompagner dans cette mission. Et là, nous allons également essayer, comme on a instauré cette histoire de Twiza, du volontariat, spontanément, chaque premier samedi du mois, les gens se rencontrent pour faire quelque chose. On s'est dit, pourquoi ne pas penser à organiser une sorte de rencontre culturelle, surtout de réflexion et surtout d'échange. Surtout d'échange, parce que ce genre d'événements, on a l'habitude de les vivre dans les villes, dans les campus universitaires, etc. Mais maintenant, pourquoi pas ouvrir le village, exactement, au village, et parler, échanger à bâton rompu, sans que ça soit académique, sans que ça soit, vous voyez. En tout cas, ils ont été ravis. Ils ont été très ravis et c'est une occasion que vous me donnez maintenant là de citer un petit peu le champ d'intervention. Donc pour ça, c'est une rencontre qui va se dérouler samedi prochain, donc le 23 de ce mois, au niveau du village. L'invitation est ouverte et je saisis l'occasion d'inviter tout le monde à venir partager avec nous ce moment extraordinaire. Attention au village. Hein. Au niveau du village. Attention au village, il faudra non, exactement, non, il va se mener avec un sachet. Okay. De toute façon, donc il y aura le pertinent M. Rachid Sidi Boumediene, un très grand sociologue urbaniste, qui va participer avec nous, nous accompagner pour un petit peu développer d'ailleurs la naissance de ce groupe. Oui. Son intervention s'intitule donc l'action des groupes d'individus au niveau des communautés. C'est-à-dire là, c'est cette volonté extraordinaire des gens de vouloir faire, c'est exploiter ce potentiel énorme des gens, des jeunes et même des moins jeunes qui sont là, qui sont prêts à faire quelque chose. Oui. Ils sont là à faire quelque chose sans qu'ils soient... Sans rémunération, sans contrepartie. Exactement. Oui. Il y aura également avec nous M. Majid Bali. Oui, de la chaîne. De la chaîne, exactement. Qui a eu l'aimable gentillesse de nous accompagner pour parler justement du chant ancestral de la Kabylie comme source de vecteur du rayonnement culturel. Et il y aura également l'énorme Abdeslam Abdenour qu'on salue, j'espère qu'il regarde l'émission. Il est avec nous, justement. Il a l'habitude d'être sur notre plateau. Fervent défenseur du patrimoine et culture amazigh. Et il y aura également M. Ahmed Akli, architecte restaurateur, un éminent architecte, qui, au fait, son invitation n'est pas par hasard, parce qu'au fait, c'est lui qui a travaillé sur la restauration des monuments préhistoriques au niveau du village. Très bien. Donc c'est une occasion de... Et il va se ramener avec nombre d'autres surprises que décèle la région. Il y aura également, bien sûr, ça se passe à Ait al-Huna. Ait al-Huna a enfanté des géants de la culture. Et c'est une occasion de leur rendre hommage. Entre autres, M. Achour Raïs, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse au niveau des planches de théâtre de l'Algérie en général, qui vient d'éditer un livre récemment et qu'on aura vraiment l'énorme joie de l'avoir avec nous pour partager cette expérience et surtout l'encourager pour le premier tour de manivelle de son film.
Exactement. Très bien. Et sans oublier notre gentil et notre beau gosse, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Mohamed Iftissane, réalisateur algérien. Qui est grand réalisateur algérien. Et qu'on lui doit quand même. D'une grande modestie. On le salue en tout cas. Effectivement. Et puis j'espère qu'il sera bientôt sur notre plateau, pourquoi pas. C'est une occasion, on va le convaincre. On va le convaincre de venir. D'ailleurs, tous ce bon nombre de personnes qui sont, je ne cesserai de le dire, c'est des géants. Des géants, c'est le terme de la culture. Ils font beaucoup de choses. Pour l'Algérie, bien sûr. Et je salue également leur modestie. D'ailleurs, par simple invitation, ils sont là, ils sont prêts à partager, à nous accompagner. Et c'est extraordinaire. Aussi, bien sûr, nous serons accompagnés par Madame... Madame Goumeziane. Oui, on a failli l'oublier. Effectivement, une dame, une très grande dame également qui mérite tout le salut pour tout ce qu'elle fait. Eh bien, je pense... Bravo, on l'embrasse en tout cas d'ici de nos studios. Si vous permettez, en parlant des grands noms qui ont été enfantés par le village, bien sûr, pas oublier Boujma Al-Anqis, qui est parmi nous, et donc Dawla Brahma. Et dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire la plus belle expression de vie, c'est cette activité culturelle et intellectuelle qui pourrait donc émerger. Donc je salue Kamel pour cette belle initiative. Notre vision, nous, au village, c'est donner une seconde vie à ce village pour un peu favoriser une économie locale. Bien sûr. Parce que s'il y a une activité touristique qui va émerger, donc il y aura comme un apport pour le village. Notre souci, c'est de donner à nos villageois l'opportunité de travailler, l'opportunité de vivre dignement, parce que c'est un village qui souffre énormément de l'isolation. C'est ça, et d'être plus visible. Exactement. Donc notre vision, c'est ça, c'est à travers cette activité de volontariat, ces activités culturelles, c'est de sortir ce village de l'anonymat et de l'oubli. Et créer une dynamique après dans le village. Exactement. Voilà. Je tiens à saluer tous les volontaires, tous les villageois d'être Houna, et surtout les familles qui nous ont accueillis à la fin du volontariat pour nous offrir un séculent, donc repas. Vous avez de la chance. En tout cas, bravo à vous. Ça ne se termine pas. Il y a une chose, on doit... Allez, on termine avec ça, allez-y. On va terminer avec ça. Alors, à l'occasion justement de cette rencontre qu'on souhaite perpétrer dans le temps, les enfants n'ont pas été mis en marche. Donc en marge des travaux qui vont se tenir et des échanges culturels. Un petit concours va être organisé pour les enfants d'expression orale sur la beauté du village, sur les sujets peut-être qui leur tiennent à cœur, etc. Ils vont s'exprimer et éventuellement vont être peut-être primés symboliquement. Eh bien, il faudra revenir après. De les faire aussi, un dernier point, je dois le lancer à partir de ce plateau, c'est qu'on a eu l'agréable également surprise. Vous voyez, c'est très riche. C'est pas... On a eu l'agréable surprise d'être accompagné par l'Institut d'architecture de la fac centrale. On va inscrire donc le projet en tant que tel d'étude et ça va nous permettre au moins d'asseoir une documentation cartographique, etc. Et voire même aboutir à des idées pour répondre un petit peu à votre question. Qu'est-ce que ça va venir dans le temps. Et le rêve est permis, surtout pour les étudiants. Et s'intéresser aux jeunes architectes urbanistes de s'intéresser à notre patrimoine également. Et certainement à la fin, on aura quelques idées réalisables. Très bien. Le rêve est permis. Donc on va parfait. Pas que. Même les artistes s'intéressent aussi d'une manière extraordinaire à ce village. Denis Martinez, pour ne citer que lui. Il sera présent aussi, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames, et bon courage pour votre action. Bravo. En tout cas, vous reviendrez pour nous en parler plus amplement, avec aussi d'autres invités pour encore une fois nous montrer d'autres facettes. Voilà, continuez, bon courage à vous et salut à tout le village qui nous regarde probablement ce matin. Merci à vous, madame. Voilà, on continue. On se retrouve juste après cela avec d'autres invités. Merci.
Voilà, de retour sur le plateau après l'architecture et l'urbanisme, nous allons nous intéresser à l'environnement. Je vous l'ai annoncé en sommaire, nous avons le plaisir de recevoir Rahim Abdelaziz, le mentor de l'émission Vestiges et Patrimoine sur Canal Algérie. Il est là parmi nous. Bonjour Rahim. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, en forme? En forme. Vous avez été en Kabylie, dans la région de Tixirt et Asfoun? Oui, et il y a quelques années. Oui. Malheureusement, on a sillonné le faciès nord du Djurdjura et on a constaté quand même une déforestation. Dommage. Surtout en ce qui concerne les feuilles telles que les forêts de Shenzhen, de Temgot. Et pourtant, ce sont donc des régions assez escarpées et arrosées surtout. Mais malheureusement, une dégradation y est. C'est des massifs qui souffrent quand même d'un problème aigu, la déforestation et l'urbanisation galopante. Malheureusement. Comment sauver ce qui reste comme couvert végétal, c'est problématique. Exactement. Et je crois que les citoyens, les riverains ont compris l'enjeu justement de préserver ce patrimoine Tout à fait. forestier. Nous venons d'avoir un bel exemple sur notre plateau des villageois qui veulent préserver absolument un village ancestral et par la même occasion être soucieux de leur environnement. C'est vrai, le bâti est très important, mais l'environnement donc floristique et faunistique, comme vous le dites si bien, est d'autant plus important. Aujourd'hui, on ne va pas parler donc de la région de Kabylie, mais plutôt donc des Aurès, et vous allez nous une faire région similaire. Une très très belle région des Aurès que vous allez donc nous décrire à travers votre œil, puisque vous avez été sur place. Vous avez donc rapporté de très belles images de la région. Et il s'agit bel et bien des massifs des Aurès, tels le Chelia et Ouled Yacoub, qui constituent de véritables remparts naturels contre la désertification. Oui, tout à fait. Une belle région en tout cas à découvrir. Bien entendu, c'est une région aussi qui pourrait être classée. Elle n'est malheureusement pas classée en tant que parc national. Naturel et national. En tant que parc national. D'accord. Et que doit-on faire justement pour le classer? On a eu plusieurs fois des intervenants qui étaient venus alarmer autour de certains parcs qui pourraient être classés et qui pourraient avoir grâce à cela une protection. Malgré la présence des forestiers, ces immenses massifs ne sont pas à l'abri du braconnage, de la dégradation, des coupes illicites, des essences existantes, notamment le cèdre, le genévrier turéfère, qui sont une essence rare en Algérie. Y a-t-il une régénération spontanée, naturelle? Bien sûr, normalement. Tout dépend des biotopes. On a des poches où la régénération, elle est bienvenante. Malheureusement, en ce qui concerne toujours les résineux, tels le genévrier turéfère, la régénération, elle est vraiment problématique. Et justement, les scientifiques en la matière cherchent à déceler le pourquoi de la chose. L'homme en est pour quelque chose d'ailleurs. Beaucoup. D'ailleurs. Mais mine de rien, les Aurès sont à l'abri, contrairement au massif du Nord, tel le Djurdjura, ils sont mine de rien inhabités. On va dire heureusement. Heureusement pour eux, d'où la nécessité de les classer dans les meilleurs délais pour qu'ils puissent engranger un budget qui servira à leur protection, à leur gestion. Beaucoup d'étudiants veulent travailler sur ces massifs. D'ailleurs, c'est un biotope qui pourrait intéresser les scientifiques pour essayer de faire une classification de cette faune et de cette flore et pouvoir aussi parler de cette richesse aussi faunistique et floristique de la région. Oui, il y a les universités de Betna et de Khenchla qui
qui s'attellent justement à découvrir, à mettre en exergue tout ce patrimoine forestier afin de le préserver à travers une bonne gestion, enfin, tout en sensibilisant les riverains justement sur la portée de la chose. Tout à fait. Alors, sans plus tarder, on va voir et on va plonger carrément dans cette belle région, puisque vous y avez été, vous avez séjourné assez longtemps pour pouvoir apporter de très belles images qu'on va voir donc prochainement sur Canal Algérie. Vous êtes resté combien de temps sur place? On a été à plusieurs reprises. C'est un tournage qui a, mine de rien, nécessité plusieurs sorties. Plusieurs. Très bien. Eh bien, on va voir ensemble les monts des Aurès. Ce n'est qu'un extrait. Ce n'est qu'un extrait. On verra bien sûr l'intégralité de votre documentaire prochainement sur Canal Algérie, Inch'Allah. Alors, ce sont donc les monts des Aurès qui constituent des remparts naturels contre la désertification. Alors, les massifs du Chelia et Ouled Yacoub renferment une riche et variée biodiversité floristique. Vous le disiez d'ailleurs, toute cette richesse naturelle des Aurès n'a pas pour autant plaidé en faveur de ces biotopes pour leur classement en tant que parc national. C'est ce que vous revendiquez tout le temps à chaque fois que vous venez sur notre plateau. Eh bien, on va voir en image tout ceci et on se retrouve juste après. Massif forestier du Chelia. Des hautes plaines de Bouhmama surgit le mont du Chelia et ses luxuriantes forêts de cèdres de l'Atlas. Ras Keltoum, ou le pic du Chelia, culmine à plus de 2300 mètres d'altitude. Pour le massif de Chelia et Ouled Yacoub, c'est une continuité, donc c'est les mêmes espèces qu'on trouve à Chelia, c'est les mêmes espèces qu'on trouve à Ouled Yacoub, donc c'est une continuité naturelle. Chelia et Ouled Yacoub sont d'importants massifs forestiers. Le patrimoine forestier il est estimé à 146 000 hectares à travers les massifs de la wilaya. C'est essentiellement une pinède, je pourrais dire de 85%, plus 15% de cédrés, plus d'autres espèces accompagnatrices comme des espèces rares et endémiques comme le genévrier, comme l'érable, comme le if. Et on s'arrête sur cette essence qui est une essence donc typique à la région des Aurès. C'est le genévrier turifera, c'est ce que vous disiez? Juniperus turifera. Voilà, c'est le nom scientifique, latin. Latin. Voilà. Justement, c'est une essence qui accompagne le cèdre en haute altitude. Il y a des populations restreintes. Oui.
Et le problème se pose quant à sa régénération. C'est une essence qui n'existe nulle part ailleurs en Algérie. Il y a des habitats dans l'Atlas marocain, au niveau des Pyrénées espagnoles et en Algérie. Très bien. Comment justement préserver cette essence? Elle est livrée grâce à la qualité de son bois aux coupes illicites. Oui, malheureusement. Son habitat se oui, prolonge. quand on voit ces régions, ce sont des régions très escarpées, isolées. Inaccessibles on dirait qu'il n'y a pas âme qui vive. Et contrairement au Djurdjura, oui, c'est des massifs qui ne sont pas habités. C'est ça. Les riverains sont installés uniquement dans les vallées ou à la lisière de ces massifs. Oui, c'est ça. D'où leur préservation quelque part. Voilà. Mais ceci dit, qu'ils ne sont pas livrés à des problèmes anthropiques, notamment en ce qui concerne les coupes illicites. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que le cèdre et le genévrier turifère, c'est des essences au bois noble. Oui. Ils Un sont très beau bois. Ils sont convoités. Il faudra faire attention, ne pas leur donner des idées, en tout cas, en regardant notre... Non, c'est un phénomène qui existe. Oui, je sais bien. Qui est récurrent. Je sais bien. Et les effectifs des forestiers... n'est pas suffisant. Ne sont pas suffisants parce qu'il s'agit... Pour couvrir toute la région. Il s'agit d'espaces vraiment immenses. Oui, immenses. Des hectares et des hectares. Alors, un endroit qui vous a peut-être marqué lors de votre passage, un reportage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette région? Ce qui est vraiment marquant, c'est que les citoyens, ou du moins les riverains, ont compris l'enjeu de la préservation de ce patrimoine qui est vulnérable. Oui, c'est ça. Vulnérable par l'homme avant tout. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'on est à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau du Sahara. Oui, exactement, aux portes du Sahara. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau voyage que vous nous avez apporté ce matin à travers, bien sûr, la région des Aurès, que vous avez donc intitulé Action de Aurès, l'Oriental et sa richesse de biodiversité, un documentaire qu'on aura l'occasion de voir dans son intégralité prochainement sur Canal Algérie. Bien sûr, on fera l'annonce. Merci beaucoup, Rahim. Je vous en prie, c'est moi. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à découvrir une belle exposition qui a été réalisée par notre collègue Iman Mahrougaras du côté d'Oran, une exposition de peinture vue par une Turque justement. Regardez. Très jeune, s'est initiée à l'art plastique où elle a reçu des prix nationaux et internationaux étant au collège et lycée. Peu de temps après, admise à l'Académie royale belge de l'art flamand, détentrice d'un master et un doctorat à l'université d'Ankara, obtint en 2019 le titre de professeur associé ainsi que le premier prix lors d'une exposition en Macédoine. Le prix de Macédoine est un de mes prix internationaux ainsi que notre premier poste de diplomate. About art, art is everything for me. I started with my father's support. À propos de l'art, l'art c'est tout pour moi. J'ai commencé avec le support de mon père quand j'étais petite. J'ai commencé à peindre avant l'école primaire. En tant que femme, je me sens chanceuse grâce à mon père qui m'achetait des couleurs avant d'aller à l'école. My father, he bought colors before I go to school. That's why I still continue. Aïchegoul Ozlenen Poroy utilise beaucoup les symboles et techniques mixtes, évoluant dans la peinture contemporaine et utilise surtout le grand format, dont le langage artistique est traduit par ses émotions ressenties essentiellement via les couleurs et l'expression émotionnelle. The topic, the name of the exhibition, it's about our lives because I'm a diplomat's wife. It means that we are changing places. Mon exposition tire son thème de ma vie de femme de diplomate, vu que je change constamment de lieu et d'endroit. Venir en Afrique, dans votre beau pays, m'a fait découvrir de nouveaux lieux.
Nous sommes comme une sorte d'immigrants. So this exhibition about discovering new places and moving, and it's a kind of immigration and finding new things. Technique, I make some combinations in my technique, especially from Ottoman time. It is called Ebru. Ebru, a kind of Je fais une combinaison de plusieurs techniques dans mon travail, inspirée essentiellement de l'époque ottomane, appelée Ebru. Quand vous regardez mes peintures et mes couleurs, mon souhait est de vous procurer du bien-être et un sentiment de soulagement, que vous vous sentiez heureux. more happy, something like that. Even on the contrary topic is immigration identity, such a hard topics, but when you see my colors, I want you to feel yourself much better. C'est au musée Ahmed Zabana d'Oran que l'artiste turc a choisi de dévoiler au regard ses tableaux lors d'une exposition intitulée Au-delà de l'horizon 2. Et ce, un mois durant, à partir du 7 mars. Voilà, une artiste qui est tombée aussi amoureuse de l'Algérie, qui a immortalisé en tout cas de beaux paysages algériens à travers son exposition, en tout cas quelques-unes de ses toiles, à travers son exposition. Voilà que Lilia Bennassar nous a rejoint pour nous donner les rendez-vous à ne pas rater ici à Alger ou ailleurs. En tout cas, elle est là comme chaque jeudi matin. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Ben, écoutez, ravie de revoir l'artiste que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est vous-même. Dans plusieurs reportages, oui, tout à fait. Trouvé lors d'une exposition. Exactement, et elle m'avait dit qu'elle faisait un travail artistique, et donc voilà, et ça nous a permis donc de la découvrir, de lui faire des reportages et de la découvrir sur Alger tout d'abord. Chez elle, si ma mémoire est bonne, voilà, et c'est très belle personne. Voilà, exactement, je confirme. Vous avez donc beaucoup d'activités, on va commencer tout à fait, Amel, comme chaque jeudi, plein d'activités à ne pas rater. Oui, donc nous allons poursuivre sur notre ligne, on va dire, et commencer par les expositions, après celle d'Oran qui vient de nous présenter. Nous vous proposons une qui se tient du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Elle est intitulée Héritage culturel immatériel en Afrique, organisée à l'occasion de l'ouverture du centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel africain, placé sous l'égide de l'UNESCO. Une très belle exposition à ne pas rater du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Du côté de la ville de Ghardaya, c'est la 51e édition de la fête nationale du tapis qui débutera le 23 mars. Une fête qui permet de célébrer la beauté du tapis, ses couleurs ainsi que ses textures, dans le but, une manifestation qui a pour but de préserver ce patrimoine culturel lié au métier de l'artisanat, exclusivement réalisé par des tisseuses. Un bel événement donc à ne pas rater à partir du 23 mars du côté de la ville de Ghardaya. Un hommage cette fois-ci du côté de la ville d'Oran, prévu le 16 mars au théâtre régional de la ville. Il sera rendu à Abdelkader Halloula et il s'agit de l'interprétation de la nouvelle version de la comédie Harlequin valet de 2 mètres. Donc une belle soirée vous attend en hommage, une soirée dédiée au défunt Abdelkader Halloula, homme de théâtre. Et puis un autre événement du côté du Théâtre national algérien cette fois-ci. Il s'agit d'une pièce dédiée aux enfants qui sera présentée. Elle est intitulée L'ami de l'environnement, produite par le Théâtre national algérien Mhidine Bachtarzi. Vous pourrez retrouver les comédiens sur les planches du théâtre. Notez bien, le vendredi 15 et samedi 16 à 10h30 et puis mardi 19 à 14h30 et enfin le vendredi 22 à 10h30. Le Cirque Ammar revient à Alger donc jusqu'au 1er avril. El Floreggio a fait rêver grand et petit. Vous pourrez donc retrouver les trapézistes, les acrobates, l'impressionnant globe donc de moto, le clown ainsi que les animaux. Notez bien les séances du dimanche au jeudi. Les séances sont prévues à 18h30 et le vendredi et samedi, le week-end, 2 séances sont programmées à 15h30 et à 18h30. Donc un beau rendez-vous pour les enfants à la veille des vacances de printemps. Et pour finir, du côté, si vous êtes en France, du côté de l'Institut culturel algérien, donc il s'agit d'une conférence autour du thème Les
Abdelkader, qui sera organisé ce soir à partir de 18h30. Donc si vous êtes à côté, un beau rendez-vous vous attend. Voilà, Amel, pour les rendez-vous à ne pas rater ici et de l'autre côté de la Méditerranée. Très intéressant, en tout cas, ce qui me rappelle belle conférence aussi... avec beaucoup d'intervenants, entre autres Abdelkader Ben Damesh, voilà, bien qui entendu, sera présent, qui sera parmi eux pour beaucoup d'auteurs qui se sont intéressés aussi à Emir Abdelkader. Il y a aussi, ce qui retient aussi mon attention, c'est la belle exposition, la fête du tapis, bien sûr, à Hardaïa. Un beau rendez-vous. Encore une fois, qui met en avant le travail artisanal de ces femmes qui travaillent chez elles et qui font des merveilles à travers leur artisanat. Et aujourd'hui, c'est tourné vers le goût du jour, c'est-à-dire on cherche à moderniser aussi même les formes géométriques, les couleurs aussi, tendance, pour attirer un peu plus l'acheteur et le touriste. Exactement, tout à fait. En tout cas, ces 2 beaux tapis exclusivement réalisés par des tisseuses, ça c'est très important. Tout à fait. Merci beaucoup Lilia. C'est moi Amel, avec grand plaisir. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Et puis, on est arrivé à la prochain, fin. avec grand plaisir. Inch'Allah, merci. On est arrivé déjà à la fin de l'émission. C'était donc le rendez-vous à ne pas rater avec Lilia Ben Nasser pour l'agenda culturel. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Et puis on se donne rendez-vous demain, ici même, à cette même place, à partir de 9h du matin. Vous aurez le plaisir de retrouver mon collègue Mahrez Rabia et toute l'équipe du vendredi matin qui vous accompagne. Merci bien sûr à toute l'équipe de la Régie 7. Et puis on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.